Est-ce que les tatoueurs sont des artistes ou des artisans? Artistes ou artisans? Est-ce que les tatoueurs sont des artistes ou des artisans? Artistes ou artisans? Bon. Moi-même, je ne sais pas répondre clairement à cette question, tant je n'arrive déjà pas à trouver une définition correcte du mot artiste, et que je n'arrive pas non plus à donner une définition stricte du statut de tatoueur. Je m'appelle Olivier Poinsignon, j'aime le tatouage, j'aime l'art, et je cherche ponctuellement à essayer de faire fusionner les deux, sans pouvoir nommer ce qui en sort. Aujourd'hui donc, sur le site de tatouageclermont-ferrand.fr, c'est Manon Jean-Jean, de son vrai nom, qui prend le risque de répondre à cette question en 6000 mots. 6000 mots que l'on a choisi d'enregistrer pour vous faciliter la digestion. Je vous encourage tout de même à lire l'article pour voir les illustrations qui accompagnent le propos de Manon, ainsi que pour accéder à toute la bibliographie qu'elle a utilisée ces dernières semaines. C'est une bibliographie qu'elle a poncée pour vous rédiger cet article-là. Ce n'est donc pas ma voix, mais celle de Manon que vous allez entendre par la suite, donc pas de confusion possible, je l'espère. Cette introduction est un petit disclaimer pour vous prévenir que l'on n'a pas réinventé le dictionnaire. Le mot artiste habite toujours sur la même page que le mot artisan, et je suis certain que dans certaines éditions, vous pouvez trouver un mur mitoyen à ces deux mots, oui. Attention, c'est un article plus lourd que ce qu'on a l'habitude de proposer, car pour avancer sur le sujet, on peut pas tout simplifier. Manon, elle essaye de réellement contribuer au sujet, et ça vaut la peine de prendre le temps de le lire ou de l'écouter si vous avez un intérêt profond pour le tatouage et celui qui le pratique. Dernière information avant de laisser la parole à Manon Jean-Jean. L'illustration clé de cet article a été pensée et exécutée par Théo Laguet qui nous a rejoint le mois dernier et dont vous pourrez retrouver l'interview la semaine prochaine sur notre site. Si vous n'avez pas décrypté le message qui se cache derrière cette illustration, sachez que le signe infini est un motif récurrent du tatouage mainstream et malgré ses reproductions et ses déclinaisons, on constate qu'il y a toujours des singularités. De plus, même si cela peut paraître anodin, c'est un motif qui est dur à exécuter quand on veut qu'il soit bien fait, parce que les petits tatouages, c'est des pièces qui sont exigeantes en matière de technique. Il faut donc un vrai savoir-faire digne d'un artisan. La chute de cette illustration, c'est que par répétition et déclinaison, l'idée que l'on se fait de ce symbole mute, et sa silhouette ne demeure plus aussi évidente que ça. Mais je suis certain qu'en regardant cette illustration, vous trouverez vous aussi une autre définition. Manon, elle perçoit son illustration comme la représentation d'une infinie réflexion, une boucle infinie qui se modifie, voire qui se brise en lisant cet article. Elle y voit aussi une métaphore de la représentation de l'artiste novateur en rupture. Bref, bonne lecture, bonne écoute, et faites-nous savoir si l'enregistrement des articles vaut le coup pour la suite. À toi Manon. Eh bien, merci Olivier, et bienvenue à tous. Alors, tatoueur, artiste ou artisan? Ne me demandez pas pourquoi je me pose des questions comme ça, et surtout pourquoi j'essaye d'y répondre. Pincette, parce qu'on n'en prend jamais assez. Cet article n'a pas vocation à être pris pour vérité générale, mais il est le fruit de plusieurs mois de réflexion, d'échanges et de recherches approfondies. Je tiens à rappeler que tout le monde est légitime dans sa pratique, même si votre vision va à l'encontre de la mienne. Nous ne souhaitons pas nous enfermer dans, ouvrez les guillemets, l'ignorance volontaire de ce qui semble étranger à nos préférences ou à ne discuter qu'à l'intérieur des mêmes cercles, fermez les guillemets. N'hésitez donc pas à venir nous donner vos opinions et perceptions, évidemment constructives, du sujet en commentaire. Si vous avez lu l'article dans son intégralité bien sûr, et évidemment, même si vous êtes extérieur au monde du tatouage ou des arts, vos opinions restent les bienvenues. L'explosion sans précédent de la pratique du tatouage en Occident a entraîné l'utilisation courante du mot artiste pour désigner les tatoueurs, qui se désignent souvent eux-mêmes comme artistes tatoueurs. Le SNAT, le Syndicat national des artistes tatoueurs, milite d'ailleurs activement pour la reconnaissance des praticiens en tant que tels par l'État. Il me paraît important de vous fournir les clés nécessaires afin d'une part de comprendre pourquoi le sujet est aussi épineux et houleux dans ce métier, et d'autre part pour vous permettre d'approfondir, si ce n'est pas déjà le cas, votre perception du tatouage et celle des enjeux qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. En effet, on a peut-être tendance à se hâter à qualifier tous les tatoueurs d'artistes, au vu des différentes pratiques au sein du métier. À quel moment peut-on définir quelqu'un comme artiste et sa production comme œuvre dans le cadre du tatouage? Quelle est la part d'artisanat dans cette pratique? Quels sont les enjeux de celle-ci en Occident?
Dans quelle mesure un tatouage peut-il relever de l'artistique ou de l'artisanal? Et par extension, à quel moment la qualification d'artiste ou d'artisan est-elle pertinente pour les tatoueurs? Commençons par le tatouage comme étant une pratique artisanale. Ouvrez les guillemets. Les tatoueurs demeurent les prestataires d'un service personnel dont les enjeux sont à la fois sociaux, esthétiques et commerciaux. Fermez les guillemets. Le tatoueur doit faire preuve de savoir-vivre, de savoir-être, mais aussi et surtout de savoir-faire. La maîtrise de techniques manuelles spécifiques, l'ancrage commercial du métier ainsi que l'impératif de satisfaction de la clientèle sont indissociables de la pratique. Le tatouage est un luxe, il n'est pas nécessaire. La position de prestataire de service du tatoueur fait alors consensus. Il réalise un service à la personne qui nécessite une certaine dextérité technique et le respect de normes, tant pour la bonne exécution du tatouage que dans la réception du projet et l'accompagnement du client. On peut donc considérer que le tatouage relève essentiellement de l'artisanat. La question du savoir-faire est un aspect primordial, et c'est celui qui nous intéresse pour la question que nous traitons. En effet, le modèle de perception des réalisations dans ce domaine, du moins par une majorité, est considéré comme canonique ou encore artisanal, c'est-à-dire une perception qui valorise le labeur et la perfection dans l'exécution, souvent perçue comme plus important que les visées dites artistiques, que les innovations graphiques ou créatives, qui sont d'ailleurs parfois interprétées comme une forme d'égocentrisme de la part du tatoueur ayant ces vocations. Par ailleurs, les mouvements graphiques présents dans le métier ne dépendraient que de l'appropriation de la pratique par des groupes sociaux spécifiques et ne correspondraient pas à ceux présents en art moderne ou au courant dans l'art contemporain. Ouvrez les guillemets. Ces styles, dont les frontières sont parfois floues, ne peuvent toutefois être comparés à des mouvements artistiques dont les contenus doivent à des jeux de positionnement entre les courants contemporains ou successifs. Leurs contours se sont au contraire esquissés au gré de l'appropriation de la pratique par des groupes sociaux spécifiques. Fermez les guillemets. Le tatoueur dépend de sa clientèle pour vivre. Il est donc tributaire de ses demandes et contraint à se conformer à ses attentes et exigences. Réduisant les marges de manœuvre dans les réalisations, elles ne permettent donc pas au tatoueur d'être totalement souverain et ne peut donc pas être considéré comme un artiste, mais bien comme un artisan. Même si le poids de la tradition est moins pesant qu'auparavant, il reste très présent dans le milieu. Certaines manières de travailler, comme le travail en série du flash et certains types de production, comme le old school par exemple, peuvent donner l'idée d'un travail reproductif et simpliste. En effet, une attitude face à la commande consiste à y répondre sans interpréter graphiquement la demande, allant parfois jusqu'à copier un motif préexistant, ce qui soulève évidemment la question de la propriété intellectuelle dans le tatouage, mais là n'est pas notre sujet. Cette manière de fonctionner, très présente dans le système des flashs au siècle dernier, fait que, si les motifs ne sont pas de la main du tatoueur, il agit alors comme une imprimante, un exécutant au service complet de sa clientèle, autrement dit comme un technicien, et le client agit comme coproducteur de la prestation. Cette dernière devient donc une collaboration, ou bien une coproduction dirigée, contredisant ainsi le caractère singulier de la création d'une œuvre, dans une vision canonique de sa création. Considérant son aspect commercial et les autres points mentionnés ci-dessus, Valérie Roll, que j'ai de nombreuses fois cité dans ce passage, considère que le tatouage n'a définitivement pas migré vers une forme d'art mineur ou consacré. En effet, à part pour établir une hiérarchie entre les bons, les mauvais tatoueurs et ceux qui sont créatifs, reprendre les représentations sociales de l'artiste ne suffit pas à prouver une réelle assimilation de valeurs artistiques, ni un statut d'artiste légitime. À ses yeux, les tatoueurs demeurent les prestataires d'un service personnel dont les enjeux sont tout à la fois sociaux, esthétiques et commerciaux. On peut donc légitimement se demander ce qu'il en est des autres tatoueurs, qui travaillent à l'élaboration d'un style graphique, de concept et d'une démarche artistique novatrice, que ce soit au sein de la pratique ou dans celui des arts contemporains.
Nous arrivons maintenant à la seconde partie, qui considère que les tatoueurs sont des artistes et le tatouage une pratique artistique. Ouvrez les guillemets. Réduire le rôle de la main maniant le pinceau électrique à celui d'un simple acte rémunéré, c'est oublier que même le plus basique des tatoueurs exprime toujours un minimum d'intention. Fermez les guillemets. On peut aussi partir du principe que tout ce qui est créé est de l'art et son auteur, un artiste. En ce cas, tous les tatoueurs sont des artistes. En effet, ils doivent générer un motif, par quelque moyen que ce soit, même les plagieurs, et le reproduire sur la peau. Il y a donc un acte de création en cela. Et on ne peut pas confondre le tatoueur avec son imprimante, ou encore avec un robot qui tatouerait. Et encore, puisqu'il serait programmé par un humain qui lui aurait évidemment pris des décisions dans le déroulement de l'acte. De nombreuses décisions sont prises lors de la réalisation d'un tatouage. Du choix de la machine aux encres, de la manière de tracer les lignes au choix des couleurs. Un même motif aura un rendu totalement différent selon la personne qui tient la machine et qui prend ses décisions sur base de son apprentissage, de son talent et de sa sensibilité artistique. Pour autant, peut-on dire que tout acte de création est forcément de l'art ? Pour comprendre quels sont les éléments à considérer pour aborder cette question, c'est-à-dire comprendre ce qu'est le statut de l'œuvre, ce qui fait qu'elle en devient une dans un contexte donné et pas un autre, il nous faut, à notre tour, contextualiser la pratique du tatouage, c'est-à-dire quand, comment, où et pourquoi. On peut découper les éléments qui la composent comme ceci. Premièrement, le support. Ici, il s'agit très majoritairement de l'humain. Ensuite, l'exécutant de la technique. On parle du tatoueur. Le motif créé ou généré, mais aussi celui tatoué. Il y a aussi le contexte de la création du projet et de son exécution technique. Et cela peut vouloir dire son environnement, le lieu. Il y a également le message véhiculé, s'il y en a un bien entendu. Et enfin, la question de la retransmission de tout ce qui a été fait. Ces éléments sont constitutifs de la pratique de nos jours et les socles de la démarche artistique, si tant est qu'il y en ait une. Commençons par le support humain tout d'abord. Éphémère, il n'est en présence du tatoueur que durant la réalisation du tatouage, heureusement. Et sa longévité n'excède pas la durée de vie de son porteur. Si, je vous assure. Il existe bien entendu des méthodes pour conserver la peau humaine, momification, formol, tannage. Mais la plupart du temps, les œuvres sont vouées à disparaître. Il existe bien sûr des alternatives à la peau humaine pour tatouer sur d'autres supports, allant de la peau synthétique aux membres siliconés, des peaux d'agrumes à la peau animale. Le tatouage pose surtout problème aux institutions concernant sa conservation, son exposition, mais aussi et surtout d'éthique. En effet, l'ensemble des points que je viens de mentionner dépendent évidemment du support tatoué. Mais, toutefois, la peau humaine, étrangement, a plus de difficultés à trouver sa place en galerie ou dans les musées sans choquer le public, qu'elle soit détachée ou non de son porteur originel. Cette pratique, évidemment, peut être discutable tant elle peut objectifier le tatoué, c'est-à-dire considérer un humain comme un objet, ou manquer de respect à la dépouille. Une opération délicate donc, mais pas impossible, puisque des artistes contemporains, comme Wim Delvoye, Art orienté objet ou encore Ouley, ont réussi. L'altérabilité de son support, c'est-à-dire le fait qu'il puisse s'abîmer, fait que le tatouage se pose dans une forme de négation de l'histoire des arts telle qu'elle est institutionnalisée en Occident. Mais nous ne nous y attarderons pas. La pratique du tatouage se rapproche donc de celle de la performance artistique, rendant de fait sa retransmission essentielle. Et ce n'est pas le monde d'image dans lequel nous vivons qui vous dira le contraire. Le créateur aurait donc tout intérêt à accorder de l'importance aux choix effectués pour témoigner de la réalisation du tatouage, de son contexte ainsi que de son résultat.
Il s'agit alors de savoir comment. De la photographie ou la vidéo aux enregistrements sonores, des objets témoignant de l'exécution du tatouage à la description écrite du processus mis en œuvre dans la démarche, les moyens de retransmettre une performance sont nombreux. Cela peut passer par une série de photographies, des choix de cadrage, de lumière, en recontextualisant l'œuvre sur la partie du corps ou le corps entier de la personne tatouée, par exemple. Il n'y a de limite que celle de votre imagination. Bien sûr, les réseaux sociaux sont une vitrine réductrice sur laquelle on ne peut pas toujours partager comme on l'aimerait. Coucou la censure! Mais bien qu'elle puisse s'agrémenter d'autres plateformes d'expression, de présentation et de transmission, ces vitrines sont un relais devenu essentiel. Il faut cependant garder à l'esprit qu'en fonction de la société dans laquelle on vit, cela change totalement la réception de l'œuvre et son destinataire. La prise d'image a donc un réel impact sur ce que le spectateur va comprendre et recevoir. Évidemment, du point de vue du créateur, on ne crée pas spécifiquement pour le spectateur. On appelle cela l'authentification. Les objets produits doivent être de la main de leur auteur, qui, lui, se doit d'avoir des intentions authentiques, c'est-à-dire l'artiste doit être mu par l'inspiration ou par le besoin de créer et non par le seul désir de plaire à ses clients. Ce n'est donc pas parce qu'on a accès à l'œuvre qu'elle a été faite pour celui qui la regarde, ni qu'elle doive se plier à ses attentes. Malgré tout, le tatouage implique, dans la très grande majorité des cas, que le support humain appartienne à un être subjectif doté d'avis, d'envie et de goût. Et oui, si, je vous assure, ce sont des humains. Ce qui implique non seulement de possibles tensions entre les motivations et la volonté du client face aux aspirations artistiques des tatoueurs, mais aussi une confrontation et une transmission aux spectateurs inévitables par les réseaux sociaux qui, comme nous l'avons vu, sont nécessaires pour pouvoir exercer sa pratique et survivre. Concernant le processus de conception et de réalisation de l'œuvre tatouée, Alix Nissen distingue deux cas de figure. Premièrement, la liberté totale de choix laissée au tatoueur. Et ensuite, celle du processus collaboratif. Le premier est rarement une carte totalement blanche, puisque le porteur va au moins établir une zone délimitée d'action pour le tatoueur, un bras, une jambe, un orteil. Mais ce dernier conserve cependant une très large marge de manœuvre concernant les choix graphiques, d'interprétation ou encore de concept. Cela reste cependant une démarche accessible uniquement aux tatoueurs les plus privilégiés par leur réputation. Le second, c'est-à-dire le processus collaboratif, plus commun, est, comme son nom l'indique, une collaboration entre le tatoueur et le tatoué, avec une marge de manœuvre plus ou moins limitée, mais qui d'ordre général lui laisse au moins la possibilité d'interpréter la démarche à sa guise, tout en répondant à une sorte de cahier des charges. Dans les deux cas, le tatoueur devrait avoir la capacité de se placer en tant que prisme pour respecter et refléter l'individualité à la fois de son support et de sa vision artistique. Ceci dit, la démarche du client peut être celle d'un collectionneur, et le tatoueur peut considérer son support comme une toile vierge, ce qui a tendance à objectifier l'individu. Mais cela reste une vision des choses courantes. Finalement, la réalisation d'un tatouage est une question de pertinence avec sa démarche, artistique ou non, de cohérence avec soi, les autres, ses intentions et leur exécution, mais aussi de plaisir. En effet, cela reste, encore une fois pour la très grande majorité des tatoueurs, un métier de passion. Par ailleurs, le tatouage pourrait relever du code de la propriété intellectuelle selon Valérie Roll et le SNAT, ce qui peut participer à légitimer la pratique des tatoueurs comme étant artistique. En effet, si l'on accorde le statut d'œuvre d'art aux réalisations d'un constructeur de cheminée ou bien à celle d'un graphiste concepteur de publicité
En raison de leur inclusion parmi les professions des peintres et des dessinateurs, il paraît aberrant que les tatoueurs ne soient pas inclus dans la catégorie des graveurs en raison de leur support vivant. De plus, une œuvre d'art peut faire intervenir divers procédés techniques pour sa production qui n'impliquent pas directement la main de l'artiste sans que cela n'inquiète sa légitimité. Andy Warhol et ses sérigraphies, Yves Klein et ses modèles imprimant leur corps teinté de son bleu sur des toiles en sont de bons exemples plus que reconnus. La cause plaidée en conclut que la commande, l'usage d'une photographie ou d'un modèle n'interdisent pas la reconnaissance du tatouage comme œuvre d'art. Des procès ont effectivement déjà été gagnés, attribuant la propriété intellectuelle aux tatoueurs. Bien que le copyright et les droits de propriété intellectuelle s'appliquent autant à une propriété, un patrimoine, un commerce qu'à une œuvre, la revendication de ces droits témoigne d'une aspiration à l'artification et son obtention un signe de réussite. On ne peut cependant ignorer que le combat mené par le SNAT est indissociable de l'avantage pécuniaire du statut d'artiste par rapport au statut commercial actuel. Ce statut peut également soulever la question d'inclure les copieurs, les profiteurs, les businessmen sous la bannière des artistes, au détriment des qualités esthétiques voire des visées artistiques du tatouage et de ses praticiens. Faut-il faire du cas par cas ? Comment être apte à juger des aspirations et de la légitimité de ses pairs ? Quoi qu'il en soit, l'art est création de l'humain, et en cela ses définitions et perceptions évoluent et varient avec lui. Les éléments constitutifs de la pratique du tatouage, de l'exécution à la transmission, de l'authenticité des réalisations à la validation de ces dernières par des formes plus institutionnelles sous la forme d'expositions, de livres, de revues et de recherches universitaires, font que le tatouage est en cours d'artification. Ce terme renvoie au phénomène du passage du non-art à l'art, en examinant autant le contexte que les transformations à la fois physiques et sociales. Pour autant, cela veut-il dire que les tatoueurs sont soit des artistes, soit des artisans ? Et qu'en est-il de la qualité de l'œuvre, de sa pertinence ? Nous arrivons à la troisième partie, le tatouage, une pratique ambivalente, ou autrement dit, la double casquette des tatoueurs. Ouvrez les guillemets. Un bon tatouage n'est pas simplement un tatouage graphiquement gratifiant pour son exécutant, mais bien un tatouage qui rend son porteur heureux. Fermez les guillemets. Pour mieux saisir l'ambivalence de la pratique et les scissions au sein du métier, il faut d'abord se pencher sur les différentes perceptions et appropriations des termes artiste, artisan et création. Débutons par un bref historique de l'usage de ces termes. Au Moyen Âge, c'est l'artisan qui domine le monde des arts et de la création manuelle. Au XIVe siècle, les peintres et les sculpteurs veulent accéder aux arts libéraux et quitter la catégorie des arts mécaniques. Au XVIIe, ils y sont arrivés. Les académies royales dominent alors les corporations et forment leurs membres. Au XIXe, les deux visions de l'artiste, comme artisan et comme créateur d'œuvres uniques et irremplaçables, qui étaient donc à l'époque scindées, se retrouvent face à l'artiste indépendant qui fait de l'art pour l'art, initié par les romantiques, opposés à l'institution académique. Dès lors, une esthétique du désintéressement et de la rupture, de la radicale nouveauté avec ce qui a précédé, s'est dressée contre une esthétique canonique, où l'excellence rime avec parfaite maîtrise des savoir-faire. Cette mutation signe la domination, malgré leur coexistence, d'un régime de singularité sur un régime de communauté, pour considérer la chose artistique avec, à la clé, toute une série d'oppositions entre don et apprentissage, innovation et imitation, originalité et reproduction, inspiration et labeur, génie et talent.
Le sociologue Becker souligne, au sujet des frontières floues entre art et artisanat, l'utilisation des antinomies habituelles suivantes: non-utilité versus fonction pratique, créativité versus reproductibilité, expressivité versus habilité. Ce qui signifie qu'une opposition est née entre ceux qui s'intéressent majoritairement à la maîtrise de représentations visuelles et de techniques, et ceux qui veulent innover autant d'un point de vue théorique qu'esthétique, c'est-à-dire un synonyme de représentation visuelle. Ceux qui veulent innover impliquent souvent de prendre position, et souvent d'être en rupture avec ce qui a été fait avant. On peut argumenter par ailleurs que l'on ne produit pas un objet utilitaire en tatouant. Cependant, les tatoueurs restent entièrement dépendants de leurs clients. De plus, le consommateur des œuvres est habituellement un public anonyme en art contemporain. Dans le cadre du tatouage contemporain, cette fois, il se confond, ce public, avec le concept de commanditaire, correspondant justement au modèle artisanal. Par ailleurs, les clients ne sont pas forcément les plus aptes pour juger des qualités techniques, ni des ambitions ou de la pertinence artistique des tatouages réalisés. Mais les professionnels du métier, si. S'opère alors entre eux une gradation dans les qualificatifs utilisés. Tout d'abord, une différence est faite entre le bon et le mauvais professionnel. Il s'agit là de se baser sur des critères reprenant les 3 piliers mentionnés concernant l'artisanat, c'est-à-dire le savoir-être, le savoir-vivre et surtout le savoir-faire. Le premier renvoie aux capacités à savoir accueillir dans de bonnes conditions, y compris sanitaires, et dispositions, y compris de caractère, ou encore la serviabilité. Plus largement, il renvoie à la qualité du service à la personne. Le second concerne les pratiques et les codes sociaux propres au fonctionnement interne du monde du tatouage, sur lequel nous ne développerons pas dans cet article. Le troisième renvoie aux critères d'exécution technique du tatouage, de la réalisation d'un dessin qualifié de solide à son exécution propre et sans bavure sur le client. Le mauvais professionnel est celui qui ne prendrait pas en compte un de ces 3 points ou plus. Vient ensuite la qualification d'artiste tatoueur, qui, visant un meilleur niveau graphique, adopte alors une véritable démarche artistique, au sens où il crée, partant d'une idée ou d'une image, un nouveau projet. Ce processus doit lui permettre de mettre sa patte, c'est-à-dire d'interpréter à sa manière les contours du motif. L'interprétation et l'originalité de celui-ci ne résident alors pas dans une logique de rupture avec les pratiques et d'imitation à laquelle la reproduction de Caneva est associée, mais à un travail d'extériorisation des images emmagasinées. Plus simplement, c'est-à-dire que l'artiste se place dans une attitude créative, faisant appel à ses références visuelles, emmagasinées tout au long de son parcours, sans pour autant se positionner à contre-pied de ce qui a pu être fait avant. On rappelle qu'on appelle ça la logique de rupture. L'artiste n'est pas non plus en train d'innover particulièrement en matière de représentation graphique. L'artiste tatoueur a donc un style interprétatif reconnaissable par lequel il exprime sa singularité en interprétant les sujets de ses commandes grâce à ses aptitudes graphiques, des lignes, du remplissage et du contenu iconographique. Cependant, la créativité nécessaire pour être considéré comme un artiste tatoueur n'a pas toujours le même sens suivant les individus. Certains vont considérer que répondre à une commande en dupliquant et adaptant un motif préexistant pour chaque commande est suffisant pour se considérer comme créatif. D'autres vont estimer qu'il s'agirait plutôt de composer des projets dessinés uniques basés sur les idées du client. Enfin, certains pensent, comme moi, qu'il est nécessaire d'avoir un engagement supplémentaire. C'est là où intervient le fameux, que dis-je,
l'incontournable grand artiste tatoueur, aussi appelé artiste singulier. La figure du grand artiste tatoueur est le fruit d'une forme de gradation entre la créativité, généralement associée à la personnalisation des motifs, et l'expressivité, synonyme d'aptitude à extérioriser des visions intérieures et à inventer, occasionnant un glissement de la figure de l'artiste tatoueur à celle du grand tatoueur. Les grands artistes se distinguent des bons artistes par la présence d'un don, d'une âme d'artiste, d'une imagination sans pareille, de connaissances affûtées et d'une grande dévotion. Il est reconnu par ses pairs en qualité d'innovateur ou d'inventeur. Le grand, on l'aura compris, artiste, produit alors des créations jugées visionnaires, inlassablement imitées, mais jamais égalées. Au-delà de développer un style graphique, le grand artiste transmet nécessairement une vision, un sens plus profond, un message plus large qui se traduit sur la peau d'autrui comme témoin, à la fois acteur et récepteur, par un langage graphique construit et argumenté en ses propres termes, dont le vecteur est le geste du créateur. Le statut d'artiste se décline sur des échelles temporelles qui nous dépassent. En effet, le sens que l'on attache à l'art et les activités à quoi il renvoie sont en perpétuelle évolution. Ces définitions mutent au gré des œuvres créées, au rythme de l'évolution des sociétés qui les voient naître. Définir ce qu'est l'art reviendrait alors à poser vainement un cadre qui exclurait dès lors certaines œuvres. Le temps permet de voir avec un certain recul ceux qui, aux yeux de l'histoire, en ont vraiment fait, et ceux qui ont pu faire évoluer le terme. De plus, désigner une œuvre comme étant culte ne dépend pas uniquement de ses qualités, mais des conditions sociales et culturelles de son appropriation par des publics. L'appréciation mondiale et populaire d'une création ou d'une personne publique est ainsi constitutive de sa mythification. Et cela peut être long, très long. Se désigner comme artiste dépend donc aussi de l'humilité dont on fait preuve envers son propre parcours, sa production, et de comment ses pairs les perçoivent, y compris à travers le temps. Ces différences dans la mise en pratique du tatouage peuvent s'expliquer par l'éducation artistique. Évidemment, ces perceptions dépendent aussi de beaucoup de facteurs socioculturels. Quoi qu'il en soit, dans nos sociétés, cette dernière passe par l'éducation visuelle et théorique, donc culturelle. La signification d'une image est grandement tributaire de l'expérience et du savoir-faire qu'a acquis antérieurement la personne qui la regarde. L'éducation culturelle, en autodidacte ou par le biais d'institutions, permet d'aller au-delà des critères de représentation esthétique dits canoniques, c'est-à-dire correspondant aux notions de beau communément admis et hérités de l'Antiquité. Par exemple, la réception des œuvres conceptuelles dans les arts contemporains ou celle du tatouage naïf est parfois brutale, rejetant en bloc toute légitimité ou intérêt à la pratique. C'est dû au fait que ces deux courants réduisent l'acte créateur à son minimum, enfreignant l'un des critères canoniques de confection de l'œuvre. Cela génère une incompréhension chez le spectateur non initié, surtout s'il n'y a pas un accompagnement pédagogique qui lui permette de la comprendre. Le degré de connaissance des codes de production d'une image ancrée va donc jouer sur sa compréhension, mais aussi sur son processus de création et les variations dont elle va faire l'objet. Il faut donc comprendre ici que plus l'on saisit les différentes manières de créer une image, le pourquoi du comment de leur création, plus notre répertoire intérieur est rempli d'images variées, plus les productions en seront enrichies. Ce qui aide à la compréhension des œuvres d'une manière plus générale, parce qu'on a acquis le code pour les déchiffrer, voire les interpréter. Mais cela fera l'objet d'un prochain article. Toutefois, cette réception, cette compréhension du message véhiculé par l'œuvre concerne majoritairement les arts picturaux ou visuels, en tout cas matériellement perceptibles et physiques, ce à quoi la musique échappe par exemple.
En effet, cette dernière dépend de l'interprétation du musicien d'une partition ou de son improvisation, de celle du spectateur qui va la recevoir et des émotions qui vont en découler. Le Sacre du printemps de Stravinsky a par exemple été reçu comme n'étant pas une œuvre, ni de l'art au départ, le public ne pouvant pas concevoir que ça en soit. Il faut encore et toujours du temps, du recul, pour pouvoir déterminer ce qui fait œuvre et art. Ce n'est pas parce que l'on n'aime pas une réalisation ou que l'on ne la comprend pas que cela ne fait pas d'elle une œuvre. Et vice-versa. Ce n'est pas parce que l'on comprend une réalisation, qu'elle est accessible à la compréhension du spectateur, que cela fait d'elle une œuvre d'art qui véhicule un message. À mes yeux, pour faire œuvre, cela va dépendre de si un message est véhiculé par la réalisation, si elle retransmet la vision de son créateur et le sens qu'il lui donne. Ce message peut bien entendu être de ne rien transmettre, mais cela en reste un en soi. L'œuvre produite sera alors pertinente par rapport à ce refus de transmettre. Concernant les volontés de la clientèle, il est là aussi question d'éducation aux pratiques du tatouage, aux différents courants, aux différentes démarches existantes. En effet, suivant son degré d'insertion dans le métier, leurs connaissances au sujet de ce dernier joueront pour beaucoup dans leur approche de la conception des projets et leur réalisation. Les tatoueurs sont tributaires de la fréquentation de leur shop et de leurs réseaux sociaux. Les clients sont divisés en deux catégories. Les clients lambda, en majorité ils sont le commun des mortels, les non-initiés, et sont des personnes qui sont peu éduquées à la pratique. La seconde catégorie concerne les collectionneurs de tatouages, qui eux, vous l'aurez compris, sont les amateurs, donc plus fins connaisseurs. Le pourcentage souvent élevé de clients lambda peut brider la pratique et par extension l'évolution en tant qu'artiste du tatoueur et de sa carrière en tant que telle. Cela le pousse à avoir une conception artisanale de ses projets, suivant les critères que nous avons développés plus haut, tout en maintenant, si telle est son ambition, des projets à visée plus artistique. Concernant la pratique, pour que l'aspect sériel de certaines productions entre dans un cadre artistique, cela concerne par exemple la pratique du flash, cela dépend de l'intention que le créateur a placée dans sa démarche. C'est-à-dire en quoi le fait de répéter le même dessin, nécessairement créé par le tatoueur, fait sens dans la répétition du geste et la multiplication des supports. Si tel n'est pas le cas, si ce geste répétitif n'a pas de sens, il s'agit alors d'une pratique considérée comme artisanale, ce qui ne signifie pas qu'elle a moins de valeur tant que le savoir-faire est présent. Par ailleurs, le caractère éphémère du tatouage est jugé problématique pour son accession aux arts selon des critères propres aux beaux-arts. Or, comme nous avons pu le mentionner, certains courants artistiques les rejettent intentionnellement sans que leur statut soit remis en cause pour autant. Si le tatouage venait être à considérer comme un art, il serait sans doute plus judicieux de l'envisager comme une forme d'art éphémère telle que la performance, le land art, l'arte povera ou encore le graffiti, qui abandonne toute pérennité, soit par absence de matérialité, soit parce que le matériau utilisé est dégradable, soit par la mise en place de situations qui les vouent à disparaître. Cette catégorisation est d'autant plus pertinente vu le support sur lequel exercent les tatoueurs. Si les formes d'art mentionnées par Alix Nissen sont bien considérées comme telles, le tatouage devrait pouvoir l'être aussi, en fonction des démarches artistiques. En cela, les historiens de l'art devraient intervenir pour analyser les artistes, leurs tatouages, et se pencher autant sur leur retransmission que sur leurs diverses mises en œuvre. Et certains commencent à le faire. De plus, les frontières sont très poreuses entre l'art contemporain et le tatouage depuis les années 70. Le tatouage peut être autant l'outil que le prétexte dans l'art contemporain. Selon Valérie Roll, ce qui sépare les artistes plasticiens, qui utilisent le tatouage comme un nouveau moyen d'expression artistique, mis au service d'une rupture avec les conventions, voire d'un dépassement des tabous, dans le cas de Wim Delvoye, le tabou de l'inaliénabilité du corps,
des artistes tatoueurs serait qu'ils ne se reconnaîtraient pas dans les enjeux de l'art contemporain car leur travail n'aurait pas de visée conceptuelle et ne circule pas sur ce marché en particulier. Ce qui n'est pas faux pour une majorité des praticiens du tatouage. Mais est-ce vraiment justifié ? A-t-on nécessairement besoin de circuler sur le marché de l'art ou d'avoir des visées conceptuelles pour faire partie des arts contemporains ? N'y a-t-il donc pas d'artistes suffisamment conceptuels dans le tatouage pour trouver grâce aux yeux des institutions et pouvoir prétendre faire de l'art par le tatouage ? A-t-on nécessairement besoin du concept pour faire de l'art ? La réponse est non. Mais pour l'affirmer, il faut avoir compris ce qu'est l'art conceptuel et sa pertinence dans l'acte de création. Qu'en est-il de ces tatoueurs qui n'agissent pas par le seul désir de plaire à leurs clients, mais qui, pour subvenir à leurs besoins, s'adaptent à leurs demandes tout en restant fidèles à leur univers créatif ? Sont-ils pour autant de simples prestataires de services ? Et ceux qui ont l'opportunité de réaliser des œuvres reflétant leurs ambitions, mais qui, le reste du temps, tatouent normalement en collaboration avec leurs clients, sont-ils des artistes à temps partiel ? Les démarches d'une majorité de tatoueurs sont certes moins poussées que certains artistes plasticiens très renommés, mais combien d'artistes contemporains sont moins renommés, moins conceptuels, et sont donc dans la même situation ? Le fait de produire des œuvres au concept moins poussé, voire sans concept ni démarche artistique claire, affirmée et revendiquée, comme c'est le cas pour beaucoup d'artistes tout court, ne fait pas pour autant moins d'eux des artistes contemporains. Leurs démarches, leurs aspirations ne sont tout simplement pas les mêmes que leurs pairs, plus réputés. Et encore, ce n'est pas la réputation qui fait la qualité de l'œuvre en matière d'art contemporain, bien que cela y contribue malheureusement. D'autant plus que de nombreux tatoueurs se démarquent par leurs innovations dans le milieu, tant d'un point de vue graphique que conceptuel. Ils ne travaillent simplement pas uniquement sur des supports considérés, par les institutions, comme traditionnels. Ces grands artistes tatoueurs ont pu bouleverser la manière de concevoir le tatouage, voire de le réaliser, et ce de manière similaire et égale aux artistes modernes et contemporains les plus novateurs, pertinents et avant-gardistes. Le rôle de mécène et ou de collaborateur que prend le tatoué dans la conception, en influençant le tatoueur et sa réalisation, n'empêche pas que cela puisse être considéré comme une forme d'art. Cette pratique avait été fondatrice pour les arts durant la Renaissance, et les œuvres étaient considérées comme telles. Sans mécène, nombreuses sont celles qui n'auraient pu voir le jour. Y avoir recours, même s'il s'agit d'un pilier essentiel du tatouage, ne devrait pas chambouler à ce point le monde de l'art, ni impliquer forcément une pratique artisanale. Les riches mécènes payaient, à l'époque, pour que l'œuvre puisse laisser une trace d'eux grandiose à travers le temps, marquant à la fois leur époque et l'histoire, parfois durablement. De nos jours, payer à la fois pour faire grandir l'art de quelqu'un en lui permettant de s'illustrer par et pour soi, est à la fois égocentrique et poétique. L'éphémère du support, qui dure et existe au quotidien pour son porteur le temps d'une vie, en temps normal, peut tenir d'une forme de memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir, contemporain et nihiliste, et, en cela, pourrait souligner le paradoxe temporel auquel nous faisons face dans nos sociétés occidentales, à l'ère hédoniste du tout éphémère, du tout consommable et jetable. La question de la signature de l'œuvre se pose alors, car étant un des indicateurs les plus sûrs d'une artification réussie, car, en tant qu'opérateur sémiotique, elle accompagne l'ascension d'un producteur au rang d'artiste et d'auteur. C'est cette logique d'auteur qui pousse un certain nombre de tatoueurs à signer et dater leurs dessins, leurs projets et les photographies de leurs tatouages qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Les œuvres tatouées en tant que telles sont rarement signées, bien que, à titre d'exemple, une légende de l'histoire du tatouage comme Lyle Tuttle se contentait jusqu'à récemment d'ancrer simplement sa signature typique. La signature relève d'un signe, d'un code qui permet de symboliser la paternité d'une production. Elle est donc importante en ce qui concerne les domaines des arts pour authentifier une œuvre. Ce qui permet d'amener la question du devenir artisan de son art. En effet, de nombreux tatoueurs signent leur création sur peau uniquement par leur style graphique,
souvent très reconnaissables. Ce qui pose question quant à l'exploitation, à la mise en place de cette recette et de son authenticité, dans tous les sens du terme. Est-ce un travail en série qui décline la vision de son auteur? Ou bien est-ce du branding? Picasso a eu sa période bleue, puis s'est développé dans le cubisme, mais avec une patte et une signature, au sens tant graphique que littéral du mot, très reconnaissable. Opalka a, quant à lui, réalisé une série de chiffres qui a marqué l'art. Est-ce que le travail quotidien, voire répétitif, fait de ces réalisations une forme d'artisanat? Ou bien est-ce qu'on les considère comme artistes ayant la vision d'ensemble de la réalisation? Ou encore seulement parce qu'il s'agit de grands ensembles de réalisations? Comment différencier une attitude dite de branding, c'est-à-dire un style graphique conçu pour être reconnu et aller avec une image de marque, d'une recherche plus poussée et pertinente d'un point de vue artistique, qui amène nécessairement à se renouveler? La recherche graphique d'un artiste ne consiste-t-elle pas à creuser les limites, passant par un processus répétitif et dérivatif? En ce cas, ne deviendrait-on pas, en quelque sorte, artisan de son art? Conclusion. Spoiler alert, à la fin, tout le monde meurt. On ne peut évidemment pas faire le tour de la question comme on ferait le tour d'une gommette. Ce sujet mériterait bien plus de quelques thèses pour être développé en adéquation avec l'évolution des pratiques. Mais selon ce que nous avons pu démontrer, les tatoueurs peuvent être artistes, artisans, soit l'un, soit l'autre, soit les deux à la fois. Chacun est légitime dans sa pratique, et se poser des questions dessus, si on le souhaite, permet de faire évoluer son travail et ses perceptions. Il serait également intéressant que la profession de tatoueur soit reconnue en tant que telle, la question de savoir quid de l'artiste ou de l'artisan n'étant pas forcément pertinente au vu de l'ambivalence de la pratique. Message aux professionnels du tatouage, artistes, artisans, peu importe. Continuez à vivre des moments forts en créant des images et vibrez autant que vos clients. En vous remerciant pour m'avoir écouté, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours concernant ce sujet très épineux.